matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir Éric Werrag, libertarien assumé. C'est le début de la présentation sur ce livre présenté chez Culture et Racines, Traité pour le monde d'après, fondateur de Courrier des stratèges, président de l'association Restez libre et donc auteur de ce livre Traité pour le monde d'après, sortir de l'avachissement par le retour à l'ordre spontané. Je suis très heureuse de vous recevoir, Éric Werrag. Bonjour. Bonjour Clément, c'est un plaisir de vous retrouver. Tout à fait. Plaisir partagé et pardonnez-nous pour le retard qui n'est même pas léger. Oh, Mais mais on c'est la rattrapera. vie, c'est la vie, c'est On la vie. rattrapera de l'autre côté. On va dépasser un peu puisque de toute façon nous sommes en ligne, donc nous sommes libres. Ça vous plaira. Alors, je voulais revenir évidemment sur votre sujet traité pour le monde d'après. Et vous le mettez en introduction. Qu'est-ce que ce monde d'après, ce fameux monde d'après dont on nous parle depuis le Covid en nous disant après tout va être chamboulé, nous allons remettre les choses à plat. D'abord, est-ce que ce monde d'après existe? Est-ce que finalement tout a vraiment été chamboulé? Est-ce que finalement on n'est pas tout simplement dans la continuation de ce qu'on vivait déjà avant? Mais il est en train d'être chamboulé. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Je pense que personne n'a jamais imaginé qu'il arriverait du jour au lendemain. Vous vous souvenez, Clémence, puisque au fond nous avons résisté ensemble pendant la période Covid, qui de mon point de vue aujourd'hui est un chapitre important qu'il faut avoir en tête, mais qu'il faut tourner pour passer à autre chose. Je le dis depuis plusieurs mois. Vous vous souvenez que pendant toute cette période Covid, on se disait il va y avoir un autre monde. Et pour ma part, j'ai toujours considéré que cet autre monde ne serait pas unique, c'est-à-dire que on aurait toujours un choix à faire entre un monde libre et un monde vertical. Ce que Hmm. j'appelle le monde vertical, c'est-à-dire le monde où les ordres tombent d'en haut. Et on voit bien aujourd'hui, notamment avec ces élections législatives, que ce choix est maintenant devant nous, il est imminent. Est-ce que au fond, tous ceux qui ont résisté au Covid, au pass sanitaire, à la dictature sanitaire, ont envie de reprendre les mêmes instruments qu'hier et les mêmes instruments de domination qui ont permis à la caste de nous imposer Vous tout ce parlez qu'elle là nous a des élections imposé. en parlant d'instruments de domination. Comment? Vous parlez des élections en parlant d'instruments de Alors, je parle plus domination. globalement de cette, alors je vais appeler ça la démocratie représentative, dans ce qu'elle a de plus vertical, avec des institutions étatistes, ou bien est-ce qu'on veut un monde où ça ne se reproduira plus, un monde du plus jamais ça, et où on se débarrasse au maximum des institutions qui permettent la domination, c'est-à-dire notamment cette façon de confier à l'État la responsabilité d'organiser notre destin. Et donc moi j'ai voulu, puisque je sais que beaucoup de Français adorent l'État, la protection par l'État, être chouchouté, qu'on leur dise vous êtes des pauvres petites victimes, c'est ce que j'appelle l'avachissement. Je Oui. sais que beaucoup de Français sont confortables dans cet avachissement, et moi, mon livre est une tentative de représentation, de compréhension de ce que pourrait être un autre monde où on sort de l'avachissement et où on prend notre destin en main sans compter sur l'État pour faire notre bonheur et sans compter sur l'État pour organiser nos vies. Vous Oui. savez, sous l'Ancien Régime notamment, les Français vivaient, paradoxalement d'ailleurs, hein, très largement de façon assez libre. Et c'est petit à petit les institutions étatiques qui ont pris le dessus sur la vie quotidienne, au point que maintenant on est lessivé chaque jour par des messages sur roulez pas trop vite, mangez Oui. pas trop de ceci, Oui. buvez pas trop de cela, faites pas comme ceci, fumez pas, etc. Hmm. Très longtemps, les Français ont été Vaccinez-vous. libres, voilà, de s'organiser comme ils le voulaient. Et même si cette liberté, on pourrait en discuter. Donc moi, je suis pour un monde du libre choix. Je suis pour une société de confiance où on se repose d'abord sur la capacité des citoyens à s'organiser entre eux. Et c'est ce monde-là que j'ai essayé de décrire parce que pour moi, le Covid, le pass sanitaire, ce moment où on a dû dire à nos enfants, tu pourras peut-être plus faire de sport parce que tu n'es pas vacciné, euh, ce moment-là est un plus jamais ça. C'est-à-dire Hmm. que il faut accepter des solutions énergiques pour sortir de ce système où, au nom de notre protection, on a petit à petit mis une espèce de bulle d'esclavage sur nos vies. Oui, vous parlez de cet esclavage, vous parlez de cette démocratie représentative et d'une solution qui serait plus une démocratie liquide et du retour à l'instinct vital. On va revenir sur toutes ces choses-là. Mais d'abord, peut-être vous demander, puisque vous le dites également en introduction, sur ce temps d'après, de l'après-Covid.
Vous dites ça, le temps s'est accéléré finalement. On a la guerre en Ukraine, la crise énergétique, la guerre en Palestine, et que tout ça était déjà initié en 1945. C'est ça aussi, c'est ce conflit international, c'est le même symptôme que ce qu'on avait pu vivre pendant la Covid. Ben, en fait, je le dirais un peu autrement, je dirais qu'il y a eu un monde qui a été posé en 1945 avec, un bloc soviétique, avec, un partage, une espèce de Yalta, alors qui a été changé en 90, mais dont sont restés un certain nombre de stigmates. On voit bien que le conflit entre l'Ukraine et la Russie, si vous voulez, c'est aujourd'hui le remake. Je regardais ce week-end un documentaire sur la période 40-45. Ce discours selon lequel l'Europe doit s'unir dans un combat contre la Russie en Ukraine, et ce discours selon lequel le front ukrainien contre la Russie, c'est un enjeu pour l'Europe tout entière, un enjeu de survie. C'était déjà le discours des collaborateurs, de la Ligue, de la Légion des volontaires français, de tous ceux qui soutenaient le maréchal Pétain en 42, 43. Hein, il y avait exactement le même discours, et on voit bien qu'au fond, ce que nous vivons, c'est l'effondrement du monde de 45 tel qu'il avait été pacifié, ordonné par le 8 mai 45, et on voit bien qu'on revient à une situation d'avant 45, avec des conflits d'avant 45. C'est la même chose en Palestine. Tout le monde sait que Israël a été créé le 15 mai 48, proclamé le 15 mai 48, et là on revit une situation où au fond le partage de 48 est remis en cause, et où il faut à nouveau se battre pour faire respecter le droit international. Et donc on voit bien que partout la crise du Covid a initié le vacillement du monde tel qu'il est sorti de 1945, et on voit bien que c'est une période de l'histoire qui est en train de se tourner. On pourrait appeler ça la grande paix d'une certaine façon, de 45 à 2020, qui s'est terminée avec le Covid, et pour des raisons structurelles dont on pourrait discuter d'ailleurs. C'est-à-dire que la caste qui est au pouvoir voit bien depuis le Brexit, depuis l'élection de Trump, probablement même depuis le référendum de 2005, que toutes ces visées qu'elle avait de construction d'un grand monde fondé sur des pôles multilatéraux, hein, avec l'Union européenne, les États-Unis, la Chine. Ce monde-là ne correspond plus aux attentes des peuples. On voit bien que la caste, pour maintenir son objectif de mondialisation et de nouvel ordre mondial, comme on dit, est obligée d'utiliser des chaos, des techniques de manipulation sociale pour reprendre le contrôle des peuples, puisqu'on le sait, quand un peuple est en guerre, forcément, il n'est plus aussi libre que C'est l'effet de drapeau, lorsqu'il est en ouais. paix. Et Mmh. donc, on est dans cette dynamique où la caste, depuis le Brexit, de mon point de vue, le Brexit a été l'avertissement majeur. Depuis le Brexit, la caste est en train de multiplier les techniques de manipulation sociale pour pouvoir maintenir les peuples, pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir les garder en paix. Mmh. Et de ce point de vue, il y a un enchaînement logique entre Covid, Ukraine, Palestine, et que savons-nous encore sur ce qui peut arriver d'ici à la fin 2024? Mmh. Alors, là, on va quitter l'international pour revenir au national, puisque vous l'avez rappelé, nous sommes en plein un enjeu électoral, pour les législatives, et finalement votre livre, tombe à pic, puisque vous posez cette question de la démocratie représentative, et vous posez une question qui est sacrément, culottée, j'ai envie de dire. Vous dites: «Avons-nous encore vraiment besoin de députés?» Et je connais votre réponse, mais je vais vous laisser nous la donner. Oui, alors moi je crois, alors je situe ces questionnements dans des périodes très longues, en dehors des querelles de parti, si vous voulez. Il ne s'agit pas de dire vive un tel, abat un tel. Il s'agit de dire que lorsqu'on a inventé la démocratie représentative, notamment en France, avec un système de députés, c'était autour de 1789, il fallait 3 semaines pour aller de Bordeaux à Paris. Aujourd'hui, il faut 2 heures. Mmh. Et surtout, ce qui se justifiait à l'époque, c'est-à-dire, bah, on ne peut pas consulter tous les Bordelais pour savoir ce qu'il faut faire. Je prends l'exemple de Bordeaux au hasard. Je peux prendre d'autres villes, bien entendu. Aujourd'hui, des outils comme Telegram, par exemple, permettent de faire des sondages en ligne, et donc de savoir en quelques minutes, d'interroger toute une population en quelques minutes. Alors, bien entendu,
Il ne s'agit pas de dire que Telegram peut remplacer la démocratie représentative comme ça d'un coup. Simplement, les possibilités technologiques que nous avons aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les possibilités technologiques d'il y a 2 siècles. Et on voit bien que ce qui était impossible il y a 2 siècles est devenu évident et quotidien aujourd'hui. N'importe quelle marque, quand elle veut savoir ce que les clients ou les prospects pensent de ses produits, elle fait un sondage en ligne et elle a les réponses. Il n'y a qu'en politique où on conserve les moyens d'expression d'il y a 2 siècles et où on ne prend pas acte de la transformation profonde de la société et de la participation de la société au débat public grâce notamment aux réseaux sociaux, mais pas que. Mmh. Et donc moi, je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui, une grande partie de la crise de l'Occident et notamment de la crise politique qu'il y a en France, elle tient je dirais, à la relation orthogonale, antagonique entre une pratique très verticale du pouvoir avec des élus qui vous disent, moi j'en ai entendu des élus locaux qui vous disent, mais moi je consulte pas les citoyens, ils ont le droit de vote une fois tous les 5 ans ou tous les 6 ans. Entre les deux, ils font ce qu'on leur dit. Cette pratique-là, elle n'est plus possible dans un monde où à chaque instant vous pouvez donner votre avis sur tout. Vous voyez vous-même, vous proposez sur Toxin de liker, de partager, de s'abonner. Donc les gens peuvent interagir directement en temps réel. Mais en politique, en revanche, on fait des lois où vous ne pouvez pas interagir. Et donc il y a un caractère très paradoxal dans cette société où vous pouvez donner votre avis sur tout, sauf sur les textes, les lois, les règlements qui concernent votre vie quotidienne. Oui, mais Où là, est-ce on que vous ce dit: serait pas «Oui, mais non il y a un plus élu, un le bidule, un oui, machin, mais est-ce que et ce puis serait pour pas être élu, impossible à faites». gérer? On voit bien déjà que c'est compliqué à l'Assemblée quand il y a un débat. Est-ce que ce serait pas impossible à gérer si on prenait, les avis de tout le monde un par un? Alors, un débat démocratique, ce n'est pas prendre l'avis de tout le monde. Voilà. Je sais qu'il y a la théorie du RIC, et cetera. Il y a un certain nombre de pensées d'assemblée qui pensent que la démocratie, c'est prendre l'avis de tout le monde, à chaque instant et au fond, c'est une espèce de grand bordel et comme vous le dites Clémence, bah, la démocratie liquide sera un grand bordel. C'est Mmh. pas du tout ça, hein. Moi, ce que je dis, c'est que il faut prendre les décisions autrement en s'appuyant sur les technologies contemporaines. Et moi, je pense que ça ne sert à rien de demander l'avis de tout le monde sur des sujets où tout le monde n'a pas un avis ou en tout cas pas un avis éclairé. Si vous voulez, s'il s'agit du droit de mourir, je ne sais plus comment Macron a appelé ça, tout le monde a un avis sur le droit de mourir. En revanche, s'il s'agit de la législation sur l'industrie, sur l'agriculture, sur les banques, tout le monde n'a pas un avis éclairé. Mmh. Ce que je pense en revanche, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des avis de plus en plus éclairés sur des sujets de plus en plus techniques. Mmh. Et qu'aujourd'hui, l'hypocrisie consiste à dire qu'un député, il est capable d'avoir un avis éclairé sur tout. Mmh. C'est faux. En revanche, je pense que pour faire une bonne loi, il faut inventer une façon d'intégrer les avis éclairés de gens sur des sujets techniques et ça veut dire ne pas demander l'avis de tout le monde n'importe comment, hein. Donc il ne s'agit pas de transformer la démocratie en une grande assemblée permanente où tout le monde dit ce qui lui passe par la tête et dont rien ne sort. Il s'agit d'organiser une délibération démocratique. La délibération démocratique, c'est quelque chose de discipliné, Alors d'ordonné concrètement, et vous qu'il voyez ça faut comment? inventer. Concrètement, justement, vous faites des propositions, vous voyez ça comment cette nouvelle forme de démocratie? Alors, moi, je pense qu'il faut, il y a 2 grands points. Je pense qu'il faut arrêter de croire que l'État peut se mêler de tout. Moi, je suis pour un État régalien fort. Donc l'État régalien, c'est quoi? C'est la police d'abord, Mmh. la tranquillité publique, hein, et La ce qui n'est pas sécurité, exactement la même chose que le maintien de l'ordre. oui. C'est la tranquillité publique. Il faut une justice, évidemment. Il faut des impôts pour financer tout ça. Il faut une diplomatie. Une armée, évidemment, pour exister. Et de mon point de vue, il faut probablement ce qu'on appelle des infrastructures, des autoroutes, de l'électricité, du gaz, de l'énergie. Ça, on Mmh. est d'accord. Au-delà, je pense que le rôle de l'État s'arrête. Et peut-être qu'on peut imaginer à l'avenir que l'État peut se réoccuper d'un certain nombre de choses, mais de mon point de vue, l'État doit se concentrer sur ces cinq, 5 ou 6 missions fondamentales et ne pas s'occuper du reste. Et sur ces 5 ou 6 missions fondamentales, il doit être puissant, il doit être respecté, il doit être efficace. Souvent. Vous voyez bien les débats, les Mmh. dégâts que l'inefficacité actuelle des services publics crée dans la population. Voilà. Et donc,
Pour le reste, je pense qu'il faut laisser les citoyens s'organiser au maximum. Ça, c'est la première idée de base Mmh. fondamentale. Voilà. Pour le reste, et lorsqu'il s'agit de faire des lois, de mon point de vue, lorsque l'État doit réellement légiférer, eh bien, il faut être capable de faire un mixte entre une représentation nationale de type député et une intégration de la société civile, comme on dit, c'est-à-dire notamment de gens qui sont particulièrement passionnés par les pesticides. Supposons qu'on doive légiférer sur les pesticides, eh bien, il faut que les gens qui connaissent particulièrement ces sujets dans la société civile puissent donner un avis qui sera réellement pris en compte. C'est Mmh. pas les simulacres de convention nationale que Macron Oui, organise avec de 150 grands personnes débats, oui. prétendument tirées au sort. Voilà. Ça, c'est le cadre général. Donc, il ne s'agit pas d'un gouvernement d'experts, il s'agit de mieux intégrer dans la décision un certain nombre d'expertises et donc de contrebalancer le poids de la représentation nationale avec des avis éclairés. Mais tout ça doit être chapeauté par des vraies réflexions Oui. sur comment on vote, comment on décide. Et donc moi, je ne suis pas un partisan de l'élection du président de la République au suffrage universel et je ne suis pas un partisan du vote majoritaire, c'est-à-dire que ce système où on dit t'es pour, t'es contre, pour moi, il est terriblement binaire. Je pense qu'il faut inventer d'autres techniques de décision. Alors, tout n'est pas connu, hein, et c'est le temps fera son œuvre. Nous avons plusieurs siècles maintenant devant nous Quelle pour chance! perfectionner ça, mais je crois qu'il faut être capable de décider intelligemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, vous nous proposez, voilà, ces grandes lignes, évidemment. Après, on pourrait aller rentrer dans le détail, hein, parce que vous parlez aussi de la monnaie, vous parlez justement de l'État souverain, de la fin de l'État néolibéral. Euh, Moi, je voudrais savoir aujourd'hui comment on commence. Vous parlez de cette réorganisation. À quel moment elle commence cette réorganisation, en fait? Parce que nous, on n'a pas vu ce point de rupture finalement encore aujourd'hui. Alors, ça dit le pire n'est jamais sûr. Hmm. Alors d'abord, je voudrais dire que moi, je suis pas pour la réorganisation, d'une certaine façon. Moi, je suis pour la désorganisation. Hmm. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une société qui a trop l'illusion d'être organisée, hein. Et moi, ce qui m'agace très souvent, puisque vous savez, je suis ancien élève de l'ENA, Hmm. donc j'ai vu tellement de hauts fonctionnaires expliquer que nous étions entourés de cons incapables de réfléchir et qu'heureusement, il y avait les énarques qui allaient réorganiser Hmm. la société, comme vous dites, pour le bonheur de tous. Moi, je suis contre cette démarche. Moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, dire c'est les gens qui vont s'organiser eux-mêmes. Oui, c'est ça. Il faut laisser faire le système D. Mais ceux qui ont résisté au Covid l'ont très bien connu. C'est-à-dire que ceux qui étaient exclus par le pass sanitaire ont tous trouvé des systèmes D qui, pour avoir un certificat de, je ne sais plus comment ça s'appelle, de rétablissement, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui, pour avoir un resto qui acceptait les non-vaccinés. Nous avons tous connu ça, hein, comme les Juifs Mais pendant la guerre qui se sont mais Éric cachés, Verhaeghe, qui ont et comme subi. les gens au Moyen Âge, finalement, on revient à un système où il y avait une forme d'organisation locale, libre, autonome, et puis, comme vous l'avez dit, une forme, voilà, c'était la Tout à royauté, fait, mais très, tout à fait, seulement sur le régalien, tout à fait. Ben, moi, ce très que je crois, limité. c'est que il faut laisser les gens se réorganiser. Ah C'est bah, pour vous avez ça dit que je suis réorganiser, vous voulez dire se désorganiser? il faut désorganiser l'État et laisser les gens se réorganiser entre eux. Oui, Voilà. Et il faut leur faire confiance pour qu'ils montent des systèmes ingénieux. Alors, ce ne sera pas le même à Bordeaux et à Lyon, ce ne sera pas le même en Ardèche et en Picardie, mais il faut faire confiance aux gens pour trouver, pour laisser. C'est aussi une question de tradition, j'allais dire nationale, bien sûr, identitaire, hein. bien C'est sûr. que en Picardie, on s'organise d'une certaine façon, c'est pas la même chose qu'en Mmh. Provence. Bien, ces traditions locales-là, identitaires-là, il faut les laisser vivre parce que c'est ce qui fait la société, c'est ce qui fait sa solidité, hein. Donc, Et moi, retour aux oui, forces locales, retour au régional d'une certaine façon aussi, retour, à l'autonomie des citoyens et à l'organisation entre eux, on l'a bien compris, et puis, limitation au maximum, d'un État pour qu'il redevienne, c'est-à-dire un État fort sur certains points, limités. oui, c'est-à-dire que, et là, je sais que c'est un sujet qui agace beaucoup de gens, mais parce que beaucoup de gens sont d'une façon ou d'une autre idéologisés par le système qui leur dit il n'y a que l'État qui peut vous sauver, il Oui, n'y a que l'État qui garantit l'égalité, alors qu'on voit au jour le jour que l'État, c'est l'inégalité, hein. Regardez l'école publique en France. Il y a l'école publique qui est devant chez moi à Belleville, elle est beaucoup moins performante que l'école publique du 5e arrondissement. Et donc, l'État est organisateur, producteur des inégalités aujourd'hui. Et effectivement, il faut être capable, à un moment donné, de dépasser ce qu'on entend à la télé, de dépasser les croyances qu'on a reçues dans sa mmh, famille et se dire, mais la réalité, c'est quoi? Et je pense que la France sera beaucoup plus égalitaire
si on la laisse s'exprimer et s'organiser. Alors, par où on commence Oui, dans cette affaire? Eh bien, il faut d'abord, à un moment donné, faire confiance à la caste pour faire faillite, pour faire la faillite de l'État. Moi, je pense que le système va imploser de lui-même et je pense que la meilleure façon de commencer, c'est le chaos, c'est-à-dire une banqueroute de l'État, un blocage des institutions et une incapacité de l'État à fonctionner. On n'en est déjà plus très loin. Et je ne pense que personne ne pourra décider que ça se passe. C'est pour ça que cette hypothèse d'un monde spontané, de l'ordre spontané, elle fonctionne d'abord par les crises que la machine prétendument organisée produit elle-même, hein. mmh, Après, il faut, moi, je n'ai pas de difficulté à parler de l'exploration nécessaire de tous les moyens d'insurrection légale. Bien entendu, il ne faut pas faire appel à la violence, nous en sommes tous bien d'accord et nous la condamnons. Simplement, il y a aujourd'hui des possibilités d'insurrection légale. c'est quoi alors cette insurrection légale? L'insurrection légale, c'est par exemple les citoyens qui demandent à l'État des comptes sur sa gestion et qui demandent au tribunal administratif, légalement, de ne plus payer d'impôts et d'annuler la loi de finances parce que la loi de finances n'est aujourd'hui plus sincère et ne représente plus les dépenses de l'État. On le verra avec l'audit demandé par le Rassemblement national s'il a lieu, mais le simple fait qu'on demande un audit est déjà le constat que la démocratie n'est plus respectée, que la Constitution n'est plus appliquée parce que les comptes qui sont affichés Mmh. ne sont pas sincères. Et donc, on fait payer aux gens des impôts pour des dépenses qui ne sont pas représentatives de la réalité. Et ça, c'est déjà un motif de ne plus payer l'impôt, c'est déjà un motif d'insurrection légale. Donc vous Et je proposez, pense par exemple, que vous suggérez à tous les Français qui nous écoutent, d'aujourd'hui, non pas d'arrêter de payer des impôts soudainement, mais peut-être de lancer des procédures pour demander de ne pas payer d'impôts? tout à fait. Et d'ailleurs, nous avons commencé à préparer les documents, les kits, et on va les republier sur le site du Courrier des stratèges. On pourra publier des kits pour demander, pour permettre aux contribuables, et on va multiplier ces kits, permettre aux contribuables de saisir le tribunal administratif pour lui demander de constater que la loi de finances n'étant pas sincère, il faut interrompre le paiement des impôts. Et je crois que c'est tout à fait légal, hein, c'est l'usage de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais je crois que c'est une façon de montrer qu'on prend son destin en main Oui, oui, c'est et qu'on n'est intéressant. pas dans cette position d'impuissance. Beaucoup de Mmh. Français disent on ne peut rien faire. Mais si, appliquez le droit. Alors ça, c'est très intéressant. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde, en effet. Alors, je voudrais qu'on parle justement de cette impuissance d'un peuple avachi dont vous parlez. Vous êtes dur hein, avec le peuple français, notamment le peuple occidental plus généralement. Vous dites la décadence étouffe progressivement l'instinct vital des peuples et la plupart des individus. La vie de l'occidental moyen n'est plus qu'une longue recherche de confort et de jouissance, de protection, de facilité au prix de la grandeur d'âme, de l'instinct de vie, de la noble liberté qui guide les esprits élevés. Donc, en gros, bon, bah, on s'est tous endormis dans une espèce de confort ou de faux confort même occidental depuis ces 50 dernières années. Et on s'est endormi aussi dans une forme de servitude volontaire euh, à notre détriment finalement, au détriment de nos libertés. Et vous dites, donc c'est là que vous dites qu'il faut retrouver cet instinct vital. Euh, Je comment... ne dis pas que Oui, tous le font, mais oui. je pense qu'il y a aujourd'hui un mainstream, comme on dit, il faut demander plus de pouvoir d'achat. Si vous voulez, c'est quand même extraordinaire que plein de gens nous disent: «Ah bah, le profit, c'est dégueulasse, le profit, le secteur Mm. privé, c'est immonde» et nous, on veut plus de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui pourraient dénoncer, au fond, une société tournée vers l'intérêt, vers la cupidité, sont les premiers à en demander plus et Oui, moi, mais attendez, ça là, il y a peut-être une m'interroge. limite entre ceux qui demandent le pouvoir d'achat parce qu'ils n'arrivent pas à remplir leur frigo et ceux qui font des profits au niveau international. Vous voyez, il y a peut-être une distinction quand même. Sauf que, si vous voulez, Clémence, vous savez, je vis dans des quartiers populaires, Mmh. je pense je suis chaque fois frappé, je prends cet exemple dans la bonne ville d'Abbeville où je vais régulièrement, le seul magasin en permanence rempli, ce sont les magasins de télécom, Orange, Bouygues, SFR, Free. Les autres magasins sont vides et ça m'interroge lorsque des gens qui m'expliquent: «On n'a pas de quoi manger, c'est très dur monsieur» et je l'entends. Heu,
Ça m'interroge quand je les vois se précipiter en semaine à des heures de boulot dans les magasins de télécom pour faire réparer leur écran de téléphone, et cetera. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique qu'aujourd'hui, il y a une grande misère humaine chez les Français moyens, chez les Français ordinaires. Simplement, si on regarde la réalité, on peut penser que là aussi, il y a une stratégie d'avachissement. C'est-à-dire que si vous voulez endormir quelqu'un, vous lui dites: «Mais bien entendu, mon petit chou, tu n'en as pas assez. Bien entendu, mon petit chou, ta vie est dure et on va te protéger.» Et ce discours de la protection, c'est le discours de l'avachissement. Moi, je pense que moi, je suis tout à fait prêt à entendre que des gens me disent: «C'est dur la vie.» Simplement, à un moment donné, il faut aussi être capable de faire le check and balances, c'est-à-dire que en France, on arrête de travailler à 62 ans. En moyenne, on commence sa vie professionnelle à 25 ans. C'est pas le cas de tout le monde, bien entendu, mais statistiquement, les gens commencent à travailler vers 24-25 ans. Ils finissent à 62-63 ans. Oui, mais ils sont écrasés par les impôts, par exemple, vous voyez? Ils sont Et c'est ce qui est écrasés, pas le cas mais donc en l'essentiel fait, de la vie d'un ils travaillent Français. ils travaillent et puis au final, il leur reste pas grand-chose. Ouais, je suis bien placé pour le savoir. Donc Oui, mais il ne leur reste pas grand-chose parce que cet argent est capté, hein, il est racketté par l'État pour faire vivre d'autres gens que ceux qui travaillent. oui. Et là aussi, il faut à un moment donné être cohérent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire: «Je veux partir à la retraite à 62 ans au lieu de 64 et donc je suis pour un système où je vais vivre 22 ou 23 ans aux frais de la collectivité», c'est-à-dire sur le dos des travailleurs, puisque le système de retraite par répartition, c'est celui-là. Donc moi, ça ne me gêne pas que les gens disent: «Je veux, rester le plus longtemps possible à la retraite», mais à ce moment-là, on assume que le coût des retraites pompe le pouvoir d'achat et on ne se plaint pas. Ce qui n'est pas possible, c'est de se dire: «J'en veux plus, toujours plus et sans effort.» Mais Enfin, oui, c'est-à-dire, c'est sûr, mais Eric vous va comprenez qu'on ne peut pas bien sûr. augmenter de 2 ans la durée de vie à la retraite sans, à un moment donné, que quelqu'un paye. Oui, mais la vérité, c'est que la retraite, en fait, ces personnes-là partent à la retraite, mais également parce que, on sait très bien, on ne retrouve plus de travail à cet âge-là. Donc il suffit qu'elles soient dégagées de leur entreprise et elles sont au chômage. Donc finalement, on préfère les mettre à la retraite plutôt qu'au chômage. Ça, c'est meilleur pour les chiffres. Enfin, il y a ça aussi. La vérité, c'est Non qu'aujourd'hui, mais c'est attendez, difficile. là aussi, à un moment donné, si oui, le sujet, c'est que quelqu'un qui a 62, pourquoi il y a un problème de retraite à partir de 55 ans? C'est une question de coût du travail. Oui. Et donc moi, ça ne me gênerait pas qu'on dise que pour que les gens restent, en emploi après 55 ans, on diminue les cotisations sociales qui pèsent sur eux. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on diminue les prestations sociales. Ce qu'on ne peut pas éternellement avoir, c'est un système où on gagne sans donner. Mmh. Ou alors on change les règles du jeu sur la retraite. Les Français sont majoritairement, hostiles à la retraite par capitalisation. La conséquence, c'est que ce sont ceux qui travaillent qui payent, ceux qui ne travaillent pas. Alors, moi, ça me gêne pas. Simplement, il faut en assumer les conséquences et ce qui me gêne aujourd'hui, je le dis dans le livre, c'est qu'on est dans une société d'adolescents. C'est: «Je veux tout et son contraire et je suis incapable de choisir.» Mmh. Moi, que les gens soient pour la retraite par répartition ne me pose pas de problème. Simplement, il faut en assumer les conséquences de Oui. façon responsable et adulte. On ne peut pas dire: «Je veux bien les avantages du système, mais je n'en veux pas les inconvénients.» Ce sont les peuples décadents qui ne savent pas choisir. Un peuple mature, un peuple responsable, un peuple qui a une vision de son avenir est capable de faire des choix. Et aujourd'hui, la stratégie d'avachissement des Français, elle les conduit à dire: «Je veux tout et son contraire.» Et ce que je voudrais, c'est un monde idéal où il y a des avantages sans inconvénients, et ça n'est pas possible. On est obligé de le dire à un moment donné, on est obligé de dire la vérité, c'est que dans la vie, rien ne tombe du ciel et il ne suffit jamais de se baisser pour avoir. La seule chose qui permet d'améliorer l'état de nature, c'est le travail et c'est l'effort. Oui. Donc, grand réveil du peuple français, puisqu'on bon, on parle de nous. Si c'est votre appel aussi, sortons de votre confort, sortons de cette société d'adolescents, travaillez, mais travaillez pour vous et librement. Ben, moi, je constate en tout cas que je voudrais faire passer ce message, c'est que c'est la fable du chien et du loup. Mmh. Est-ce que ça sert à rien de se la raconter, de penser qu'on est un loup quand on veut conserver les avantages du chien. Voilà. Et si on veut être un loup, il faut à un moment donné accepter d'avoir une vie où on prend des risques
où il n'y a pas le confort de la protection Mmh. apportée par un État thaumaturge. Mmh. Et je crois que ceux qui veulent le confort de l'État, ils doivent assumer qu'ils renoncent aux libertés et il faut arrêter de se plaindre ah, mais on n'est pas libre, ah, mais on n'est Oui. rien, ah, mais on n'est pas écouté. Si on fait tout pour ne pas être écouté, voilà. Et je ne peux que le redire, la caste aujourd'hui propose à chaque Français une espèce de contrat qui est obéissez et on vous Oui. rendra votre servitude supportable ou Et, heureuse et- en et vous encore donnant et des encore, la gamelle allocations. commence à diminuer, même pour les personnes qui acceptent de jouer au chien. Alors, juste une dernière question. Aujourd'hui, si on garde cette métaphore, on l'affine un petit peu. Le loup d'aujourd'hui, et finalement, il a du mal à être loup. C'est-à-dire qu'il a du mal à briser ses chaînes, même s'il le veut. Alors, disons qu'il faut il faut échapper au pire, mais effectivement, nous sommes dans une société qui est organisée pour empêcher la liberté et que faire le choix de créer une entreprise pour vivre de son travail, par exemple, c'est un choix de plus en plus courageux. C'est pour ça que ce livre existe. C'est pour que tous ceux qui ont envie de se libérer et d'être dans la démarche de reprise en main de leur propre destin puissent se retrouver autour d'idées communes et puissent, à un moment donné, se passer le mot et essayer de créer une plateforme commune. Donc il y a un certain nombre il y a le Rester Libre, qui n'est plus une association, mais un parti politique qui Ah, présente des pardon. candidats aux Ouais. législatives. Et l'idée, c'est quand même que nous essayons de peser en nous retrouvant autour d'un certain nombre de valeurs ou d'intentions communes. Eh bien, merci beaucoup, Eric Verrague. On C'est on moi a qui vous compris, remercie. l'intention et l'appel, le souffle pour la liberté. Et c'est vrai que par moment, et je pense, vous savez quoi? Je vais vous rajouter un mot et je sais que ça va vous faire, réagir. Il y en a beaucoup, et d'ailleurs beaucoup de jeunes aussi, qui vivent en ce moment une période de grand malaise, qui ne se sentent pas forcément bien dans cette société. Et c'est peut-être aussi parce qu'on a oublié cet ordre, cette spontanéité, cet instinct vital dont vous parlez, Éric Verrague, et que finalement, à force d'être bercé d'illusions, bien, si nous, on ne se rend pas compte qu'on est bercé d'illusions, peut-être notre corps le réalise lui-même, ce qui fait qu'il y a ce mal-être aujourd'hui dans notre société. Donc peut-être que retourner à l'instinct vital du loup, eh bien, nous permettrait de retrouver non seulement cette liberté, mais aussi peut-être une forme de bien-être. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Éric Verrague. Je pense que naturellement, l'instinct vital se réveillera chez un grand nombre de Français, à des degrés différents, mais je suis tout à fait convaincu que face à l'épreuve, ça reviendra spontanément. Mmh. Merci beaucoup, Éric Verrague. Et je C'est rappelle moi votre qui vous livre remercie. Traité pour le monde d'après aux éditions Culture et Racine. Vous êtes également fondateur du Courrier des stratèges, président du parti Restez libre, on l'a compris. Et donc, ce livre est à retrouver chez Culture et Racine. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous, chers auditeurs. Vous avez été très nombreux. Vous pouvez maintenant nous soutenir toujours avec vos pouces, vos likes et votre aide financière régulière, si vous pouvez, évidemment, en vous abonnant, en vous nous donnant, par exemple, 5 € par mois. Ça change tout. Donc, on va vous présenter immédiatement un petit lien ici dans le chat pour que vous puissiez le faire. Demain, nous continuons ces discussions. Nous aurons Michel Onfray qui va nous parler du Front populaire, l'histoire du Front populaire et en quoi aujourd'hui est-ce que nous sommes vraiment dans la suite du Front populaire avec ce nouveau Front populaire politique qui s'organise ou pas. Nous en parlerons avec lui, puis plein d'autres sujets. Je vous donne rendez-vous à 7h30.